Good evening, everyone. Bonsoir, tout le monde. And it's my pleasure to be able to be here live and answer some of your questions. And as you know, I give a regular media update, and we had a lot of questions from you about being able to have sort of the opportunity to ask me questions. Bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir que je suis ici pour prendre vos questions. Comme vous savez, j'en fais des sessions pour le média régulièrement et nous avons beaucoup de questions par la communauté pour qu'ils puissent me demander des questions en direct. Donc, je vais les faire. Je vais faire tout ce que je peux pour répondre aux questions. I want to do my best to answer your questions. Just please note that I can't answer very specific questions about any specific, child or childhood illness or anything like that. I'm going to do my best to answer most of the questions. And if I don't have the time to answer them, we'll get back to you on our through social media, or I will answer them next week. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. S'il vous plaît, évitez de me demander des questions spécifiques au niveau de la condition de votre enfant. C'est plutôt pour donner les renseignements en général. Et si je ne peux pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, on va les répondre la semaine prochaine, ou on va vous envoyer un message par le média social. So I'd like to start off by saying, first of all, that this is a time where throughout the world we're seeing increased cases in the United States and Brazil. However, we have been very, very lucky here. I don't think it's luck. I think we've had a lot of hard work that we've done collectively to be able to flatten the curve. And at the local level, we have minimal cases. We have a couple of cases here, a couple of cases there that are quite manageable. Donc, au niveau d'échelle mondiale, la pandémie est encore avec nous. Par contre, nous, en Canada et surtout en Ontario, dans l'Est d'Ontario, je pense qu'on a fait un très bon travail au niveau de l'approfondissement de la courbe et on est rendu avec peu de cas. On a des cas encore, mais on a peu de cas et à ce moment-là, le taux d'infection dans notre région est très bas. The reason I say that is because whenever we think about reopening things, like opening schools or opening businesses, we're always looking at the local levels. We're looking at levels of hospitalization use, emergency room use, number of cases, number of new cases, number of growth of cases, number of people getting tested, all these things together that give us an indication of what we call low prevalence or low infectious disease activity. So this is why it's important that I talk about what we're doing as a community, because it will affect directly what happens within the four walls of the school. Donc, au niveau des taux d'infection, on était chanceux en Canada, vraiment, surtout dans l'Est d'Ontario. On a pas beaucoup de cas actuellement. On a des cas, par contre, on peut les gérer de façon facile, mais c'est très important de réaliser que ce qu'on fait en dehors de les quatre murs des écoles, va affecter les écoles. Donc, actuellement, au niveau des besoins d'hospitalisation pour COVID-19, aux besoins de visite à la salle d'urgence, on n'est pas surchargé de tout. Et en effet, le taux de COVID est très, très bas. Le taux de positivité au niveau des tests, c'est encore très bas. Donc, à ce moment-là, malgré que le risque est là, le taux d'infection est très bas dans notre région. Donc, ça, c'est les conditions idéales pour commencer à réouvrir les affaires, toutes les autres choses qu'on a commencé à ouvrir, on est en stade 3. Et ceci, ça inclut les écoles. So, having said that, we now have one of the conditions that are there for us to be able to go back to schools. And by using the same public health principles within the schools that we do outside the schools, I believe that we will have the best approach to be able to return our kids to school as safely as possible. Je crois qu'avec les précautions en place que nous avons déjà prises comme communauté de façon collective, nous avons été vraiment, on a réussi de bonne façon de diminuer le taux d'infection. Et ceci, les mesures standards qu'on a utilisées au niveau de distance physique, lavage des mains, tout ça. Donc, c'est les mêmes principes qu'on va utiliser dans les écoles, avec plutôt les différents types qui vont ensemble donner la protection maximale à nos enfants pour rentrer à l'école le plus secure possible. Now,
Uh, as I said before, we're getting the odd case here, we're getting the odd case there. And for us to go and say we guarantee there'll be no more cases in Eastern Ontario is not true. We do get the cases. The trick is that we have the capacity at the public health units, and specifically around the schools. We now have 12 school nurses that are going to be working exclusively with the schools for anything related to COVID. We have that capacity to, if somebody gets sick or within a school or outside the school setting, to quickly identify that individual, do the contact tracing, in other words, see who that person was in contact with, isolate that individual and contain it. Donc, nous avons la capacité pour vraiment diminuer la propagation du virus, malgré qu'on va avoir des cas. C'est sûr qu'on ne peut pas garantir qu'on ne va pas avoir des cas de tout. On va avoir des cas sûrement, surtout en dehors des écoles et peut-être dans les écoles aussi. Par contre, nous avons la capacité au bureau de santé, on a 2 autres infirmières qui vont être exclusivement dévouées à les écoles, pour qu'on puisse vraiment, soit si on a un cas dans l'école ou si on a un cas à l'extérieur de l'école, nous, on a la capacité de faire le tracé. On va suivre la personne qui est positive, on va isoler ses proches, on va le tester. À ce moment-là, on va vraiment diminuer la chance que ça va faire une propagation. Donc, on a tous les facteurs en place pour bien contrôler des cas dorénavant. So we have everything in place at this point. Low numbers in the community, public health measures in the community in terms of masks and all the other measures that we've done. In addition to that, we are putting the same measures into the schools, and as well adding those layers of protection of distancing, hand washing, screening people. One of the most important tenets of being able to, again, control spread is making sure that people don't go to work or don't go to school when they're sick. Un des facteurs les plus importants au niveau de la prévention du maladie COVID, c'est vraiment à part de lavage des mains, distance physique, etc., c'est de ne pas aller à l'école ou de ne pas aller au travail, de ne pas travailler si vous êtes malade, si vous avez des symptômes. Une autre chose que nous avons bien compris maintenant, qui a changé depuis quelques mois, c'est qu'une personne pourrait être contagieux 2 jours avant que lui ou elle commence à avoir les symptômes. Donc, autrement dit, disons que moi, j'ai des symptômes aujourd'hui, mais hier et le jour avant, je n'avais pas de symptômes, mais à ce moment-là, j'étais contagieux aussi sans le savoir. Donc, ceci est une forte amélioration au niveau de la façon qu'on comprend le virus, parce que là, on pourrait vraiment, si quelqu'un est malade, on pourrait le tracer et dire, OK, vous êtes malade aujourd'hui, vous étiez avec qui hier et le jour avant? Donc, c'est pour ça qu'on porte des masques, parce que, surtout quand on ne peut pas avoir de distance physique, parce qu'on peut disséminer le virus sans le savoir. So one of the things that I think is important, and again, I'll answer the questions in a minute, but I just wanted to explain that, is that when we have the virus, when we knew the virus, a couple of months ago, we thought that the virus was only contagious when one was sick. We now know, and it's been a couple of months, that indeed you can be contagious without knowing it a couple of days before you get sick. So the approach that we have right now is that, if somebody gets sick today, we'll ask them, where were you 2 days ago? And then we will be able to contact people that were, and trace the people that individual was in contact with. That's changed from what we did a couple of months ago. And that drives us in wearing masks. That's why we wear masks in closed spaces where we can't physically distance, because we now know that you can be sick in 2 days, but spread the virus unknowingly a couple of days earlier. So that's the reason that we're doing that. So having said that, we are layering those measures in the schools, as well as the other measures as well. And we are working very closely. The another thing I want to say before I ask the questions is we're working very closely with our 4 school boards, our directors. I'm on the phone continually. We have teams dedicated to the 4 school boards. We have our nurses, our infection control teams, our school teams, working with daycares as well, to be able to have all the questions answered. And on our website, I urge you, we will have a growing list of frequently asked questions for parents.
And from others that we get, we're going to even add some of the, if you're not there, some of the answers that I'm giving today. C'est très important. Moi, je pense aussi que j'aimerais souligner que nous faisons beaucoup de travail avec nos 4 conseils scolaires et ceci a commencé depuis quelques mois. Just to say it in English as well, we've been working with the school boards really since March, April, May, and June, talking about coming back to school. So this is a lot of thought we put into it locally, and a lot of preparation have gone into it. We have dedicated teams, our dedicated nurses, and our dedicated staff that are working with the schools to answer their questions, to ensure that the measures are in place. Schools are different, so each school has a different context in terms of layouts. And we're also, what we're doing is we're putting on our website, people can visit it, and I will show you a bit later how to get to that. There's a frequently asked questions section with all kinds of resources and links, and we're increasing the numbers of questions as we get them. As a matter of fact, I may add some today as well. So I'm going to go ahead and ask and answer some questions here that I've gotten here. The first one has to do with a symptomatic positive case or a suspected case of COVID in schools. So the question is, what is the protocol for a child or a child's family member testing positive? Will my child need to have a COVID test every time they present a symptom? Well, let's talk about the first question first. So if a child is positive or anybody positive in a school, obviously there's going to be, the public health will be notified, our nurse will be notified. Obviously, we're going to be doing what's called contact tracing. We will be informing the school, all school members, that there is a case in the school. We're also going to be informing the people that were kids and parents whose kids were not affected directly by this, that we have a case in the school, but there's no contact or anything with your child because it could be in another floor or another area. But what we'll be doing is, obviously the child will be isolated. We will be doing a contact tracing. We'll be looking at where the child was sitting, was the child wearing a mask, when the child was sick, how many were around him, and those type of things, or her, those type of things. And they will determine to what extent we will test and or isolate the rest of the class or others that were with the child, including on the bus as well. So it doesn't necessarily mean that we will close the school down. It doesn't necessarily mean that we will close the classroom down. However, it depends on each case, but each case will be reviewed and looked at and assessed in terms of the risk and how many people, how many kids were around that child, how many others were exposed, and those type of things. Donc, je vais répéter en français. La question est que si on a un cas positif dans l'école, qu'est-ce qu'on va faire au niveau, premièrement, le bureau de santé va être impliqué tout de suite. Nous allons, l'enfant ne va pas rentrer à l'école et à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une investigation pour vraiment détecter quand est-ce que les symptômes ont commencé. Est-ce que l'enfant était proche des autres? Est-ce qu'il portait des masques, etc. Donc, et aussi, nous allons aviser toute l'école pour dire oui, il y a un cas, mais par contre, pour les parents qui ne sont pas affectés, on va dire votre enfant n'était pas en contact, donc il n'y a pas de problème. Mais surtout, nous avons concentré sur la classe d'enfants et on va concentrer de voir qui était proche de cet enfant ou de ce personnel qui était malade, qui était positif. Et à ce moment-là, on va faire une décision de qui va avoir besoin d'être isolé et qui va avoir besoin d'être testé. Donc, ce n'est pas automatiquement qu'on va fermer l'école ou on va fermer la classe, mais par contre, on va faire une investigation très, très étroite. Et selon ce qu'on trouve, selon le contexte, ça se peut que, par exemple, qu'un enfant est tombé malade lors qu'il n'était pas à l'école, lors qu'il n'était pas en contact avec des personnes à l'école quand il n'était pas contagieux. Donc, à ce moment-là, on ne fait rien à l'école parce qu'il n'y a aucune personne qui était en contact. De notre côté, si l'enfant était en contact avec ses pairs, à ce moment-là, c'est un autre contexte. Donc, ça c'est très important de savoir que ce n'est pas automatique. The next question is, what is the limit of kids with infection or suspected infection before we decide the school to be closed? And I answered that a bit. Again, there is no specific threshold. Obviously, when we declare an outbreak means that there are 2 linked cases within the school.
If there's an outbreak and we understand the spread of the outbreak, we understand to what extent it is, we will again make a decision. If we have several cases across multiple grades or multiple classes, that's a different story. And again, the other thing too that will help us determine is the rate of infection going around outside the schools. What's the rate of infection? What are the COVID cases outside of the school? So all these things come into play. So there's not really one number. Donc la question était, c'est quoi la limite, est-ce qu'il y a une limite spécifique au niveau de combien des enfants devraient être positifs à l'école pour qu'on puisse fermer les écoles, avant qu'on ferme les écoles? Mais la réponse, c'est qu'on ne peut pas. Il n'y a pas vraiment une réponse ou un chiffre. C'est plutôt, ça dépend au niveau de notre investigation. Si, disons qu'on a 2 enfants reliés à l'école qui sont COVID, à ce moment-là, on va déclarer une occlusion, une flambée de COVID-19 à l'école. Ça ne veut pas dire que nécessairement on va fermer l'école. Par contre, si on trouve qu'on a des cas partout à l'école ou une classe ici et une autre classe là qui a des cas, à ce moment-là, on va considérer de fermer l'école, bien sûr avec les autres procédures en place, tester tout le monde, etc. Donc, ça dépend au niveau de contexte et le chiffre qu'on va. Notre décision aussi va être aussi reliée au niveau de COVID dans la communauté. Donc, combien de cas est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une augmentation de cas? Est-ce qu'on a, donc au niveau de l'épidémiologie, au niveau des statistiques locales, est-ce qu'on a une augmentation de besoins d'hospitalisation, visite à la salle d'urgence, etc. Donc, tous ces facteurs vont jouer un rôle. Donc, il n'y a pas un chiffre spécifique. J'ai une autre question, je vais le mettre en français. Mon enfant a commencé un programme spécial pour des enfants avec troubles d'apprentissage. Il n'est jamais malade. Mon enfant plus jeune commence le jardin, une autre école. Il ne passe pas une semaine qu'il renifle ou tousse. D'après ce que je lis sur le site, si l'un de mes enfants a un symptôme, il est renvoyé à l'école ainsi que le frère et sœur. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pouvez-vous expliquer le raisonnement? En effet, ça dépend le contexte. Il y en a des enfants il y a d'autres raisons pour lesquelles ils toussent. Il y a d'autres raisons, peut-être qu'il y a un problème chronique, etc. Si on est capable de vraiment éliminer la possibilité de COVID avec juste l'histoire, à ce moment-là, ce ne sera pas nécessaire de le traiter comme un cas de COVID, un cas suspect de COVID. Par contre, si c'est les nouveaux symptômes qui commencent, pour la première fois, à ce moment-là, oui, l'enfant devrait être envoyé à la maison et on va considérer, dépendamment du contexte, si on teste l'enfant ou pas et aussi comment on agit avec les autres familles. Si on teste l'enfant et le test est négatif, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? 24 heures après que l'enfant est bien, il va retourner à l'école. The question, I'll say it in English, the question is a good one because this is a child, this is a family where the child is a young child starting kindergarten who seemingly gets sick every week. And you know, the other thing too is people should know that kids, when they go to school for the first time in daycare, they get about 12 to 14 colds or viral illnesses a year. So it's not uncommon. So the question here is, you know, every time my child is sick, does the child have to get home and have to be tested? So the question is, we have to look at the cause. Is there another explanation why this child is coughing? Does the child have a chronic problem? Does the child have allergies? Those type of things. And if we can rule out, in other words, eliminate the possibility of COVID at that point in time, that'll be a different type of approach that we'll be taking. On the other hand, if we are not convinced that it's usual for the child and the child has other symptoms that are COVID related that are not normal or usual for that child, then at that situation we will test the child, and obviously the child won't go to school until the situation is resolved in terms of test results. But if the test result is negative, the child can go back to school 24 hours after the symptoms resolve. Another one here. My understanding is it's. Okay, there's another good question here is, with the flu season coming up, how will we be able to tell the difference between COVID symptoms and flu symptoms since they're often very similar?
And that is a very good question. And that is a question that speaks to the importance of getting the flu shot as well, because if more people are vaccinated with a flu shot, chances are that symptoms of the flu, the child won't have any symptoms of the flu, and they won't be mixed up. So if a child is unvaccinated and starts developing symptoms, then we don't know if it's the flu, we don't know if it's COVID. But if you know that the child was vaccinated, and if the child has symptoms, then it's likely more a COVID type of process. We will also be, when we test kids, and we'll be testing in those contexts, we will be testing for flu and other viruses as well. Don't forget, during cold and flu season, there are hundreds of viruses that can cause the common cold and symptoms that are similar to COVID. We will be testing for those as well, so we can then again eliminate the possibility of COVID. Donc la question ici, c'est que la période de grippe, influenza, s'achève, on est proche. Et comment est-ce qu'on va faire la différence? C'est une bonne question parce que les symptômes sont les mêmes. C'est pour ça que c'est important qu'on vaccine la plupart des gens, parce que quand on vaccine des gens, si, disons, vous êtes vacciné et vous commencez à avoir des symptômes, donc à ce moment-là, je ne pense pas que vous aurez la grippe ou l'influenza. C'est plutôt important d'éliminer la COVID. Donc, c'est pour ça que, même c'est sûr et certain que il faut comprendre aussi qu'on a une centaine de virus non COVID qui peut causer les symptômes d'une rhume ou d'une grippe. Donc, à ce moment-là, quand on va tester quelqu'un qui a des symptômes semblables, soit au influenza, soit au COVID, on va le tester pour les deux. Donc, à ce moment-là, si c'est négatif pour COVID, peut-être on va trouver un autre type de virus qui cause les symptômes chez l'enfant. Another question here: has testing at school been considered? That's an excellent question. And the testing at school has absolutely been considered. It depends on the context. So let's say we do want a child needs to be tested, and we speak to the parents and all that. And so we're arranging for the child needs to be tested. There are multiple ways that can happen. We can arrange for the child to be taken, depending on the situation, depending on the context of the parents and ability and so on. We can arrange for the child to go to the nearest assessment center, prioritize, and do the test over there. However, if we for some reason have to test the whole class or test a lot of kids at a certain school, we have processes in place where our paramedics, we have teams of mobile teams that can go into the school and test who's required to be tested. So that's important for us to know. So if it's a one child, then that could be arranged. And we have other ways of getting tests to you as well. But the premise is that if it's more than one, a couple of children or the whole class that needs to be tested, if, for example, there's an outbreak, or if we want to do it as part of our investigation, at that point in time, we will have the mechanism of sending in a testing team for that. Donc, ce test, c'est une autre question importante. Est-ce que les tests à l'école sont considérés? Mais si, c'est parce que sûrement, quand on va demander de tester, il y a plusieurs façons qu'on pourrait le faire. Soit que l'enfant pourrait se présenter avec les parents, bien sûr, au centre de dépistage le plus proche, laquelle on va déjà appeler pour faire priorité que l'enfant doit être testé. Dans le contexte où on doit tester comme une classe complète ou quelques classes complètes, dans le contexte d'une flambée ou une occlusion de COVID-19 à l'école, à ce moment-là, nous avons une entente avec nos paramédics qui déjà font les tests mobiles, qui vont s'installer à l'école pour faire les tests à ce moment-là. I have another question here about the school transportation. Will the health unit be asking the STEO to implement further better transportation plans instead of potentially 3 to a seat and at no time to clean between the runs? We are working with our school boards in that regard. Our recommendation is that in the school buses, where if you cannot physically distance, that all children should be wearing masks. Because I think that is the safer thing to do. And in fact, we've recommended that
to STEO. La question est-ce qu'on doit implémenter d'autres mesures pour les transports, les autobus? Parce que des fois, il ne peut pas avoir une distance physique dans les autobus, etc. Nous travaillons avec les commissions scolaires et le STO pour recommander que, premièrement, d'avoir une distance entre les enfants, mais des fois, ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons recommandé fortement à tous les compagnies de transport que la porte de masque pour tous les enfants est importante. I just want to stop here just a second because it reminds me of masks, and I just want to talk to people about what masks are used for and the differences between masks. As I said before, the children or individuals who are potentially contagious, the purpose of the mask really is twofold. Number one, the surgical masks that are worn in hospitals and that are worn, by healthcare professionals, actually protect the wearer. They protect the wearer. The cloth masks, what they do is they prevent you who has the virus, for example, from spreading it to others. And so that's the difference between the two. So the kids will be, so if everybody wears those masks, those cloth masks, then they're all protected. So I just wanted to say that. Donc, je veux juste souligner un peu la différence et aussi vous rappelez que nous avons sur nos sites web des sections au niveau de la porte des masques, etc., la différence des masques. Mais au niveau des masques, je veux donner la différence d'un masque ordinaire médical et le masque qu'on porte, masque non médical, qu'on peut porter, qu'on porte à l'extérieur, etc. Les masques médicaux protègent le porteur contre un virus à l'extérieur et bien sûr, ils préviennent que je propage, si je porte le masque, le virus. Les autres masques sont uniquement, la plupart du fois, pour prévenir la personne qui les porte de propager le virus. Hi, Dr. Paul. Yes. We have a few questions in the chat box that are actually related to the masking theme. So quite a few people are asking for clarification or just some insight about how there seems to be a discrepancy between what we're telling people to do out in the public. So we're saying out in enclosed public spaces, kids 2 years and older should wear masks, but then in schools, the masking order is for grade 3 and up. So there's a few questions about, can you explain that discrepancy? And also to kind of explain, if children K to 3 aren't wearing masks, how is it safe for them to be in the classroom? And how important is it for the physical distancing, especially if we're looking at classrooms with 20 plus children? And how important are the other public health measures like hand washing, physical distancing, etc.? Okay. Very good question. So the first thing I'm going to say is that each of the things that we do, hand washing, screening, ventilation, all these things add up to optimal protection, and masking is part of that as well. Now, there are several reasons that we, in the school setting, because it's a full day setting, that we do not recommend masks for grade 3 and below. Number one is that we know that the virus seems to be less spread and less contagious among younger kids. It seems to be more easily spread among the older kids, 10 years and over, and it seems to be more prominent in that population. Secondly, kids have a variable developmental ability. So one 5-year-old may be able to put it on properly, another one can't. Kids move around. They touch the mask. They spread the mask. They touch their face, and all these things. So experts believe that because of the context of less potential of spread in that younger population, and by the way, thankfully, with the exception of certain cases, in most situations, kids who get it, which is a minority, who get COVID, have very mild illness. So that's the good thing. So
when we're talking about the kids in the class, so it's a matter of being able to have a consistent approach and being able to couple, what's going on in terms of who spreads it, what age spreads it, and the capacity to wear that mask. So yes, in the younger children, physical distancing is more important. And new studies have shown that the farther away, the better. Ideally, it's 2 meters. But again, all these things together. So it's not just the distancing, it's the hand washing, it's all these other things that go together. And so that's why there's a discrepancy in that. Now, the other people say, well, why are you recommending on a bus? Well, 2 things. In a bus, you're very close to each other and you're in for about 20, 30 minutes, less long time. I can tell you, I'm a pediatrician, and I know that there's a variability in dexterity and ability to put on a mask, take on a mask in younger children. So all those factors come into play. Je vais le faire en français parce que c'est un point très important. La question est parce que, en effet, à l'extérieur, on recommande des masques pour les enfants en bas de quelques années, mais pas l'école chez les enfants en bas de 3e année. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. Le contexte est différent. Quand on sort pour aller au magasin, c'est pour quelques minutes et les enfants sont avec leurs parents, premièrement. Deuxièmement, on sait que chez les jeunes enfants, surtout en bas de 10 ans, le virus se propage de façon très faible. Donc, les enfants plus âgés ont tendance d'avoir une capacité plus importante de propager le virus que les jeunes enfants. Et aussi, comme pédiatre, je peux vous dire que les jeunes enfants ont une variabilité de leur développement de leur système motrice et au niveau de habilité, dextérité, etc. Donc, c'est variable et ces enfants jouent, ils tournent, ils touchent le masque, enlèvent le masque, etc. Donc, il peut se contaminer, etc. Donc, si on prend toutes ces raisons ensemble et le fait qu'on a d'autres procédures, on a d'autres facteurs de protection en place aux écoles, à ce moment-là, on se méfie sur une distance physique chez ces enfants. Et à ce moment-là, c'est pour ça que moi, je insiste plus aux distinctions de physique, surtout à cet âge-là. Donc, l'autre différence, c'est que nous avons recommandé tantôt, j'ai dit qu'on recommande les masques chez les enfants dans l'autobus. Ça, c'est un contexte différent. C'est un enfant va être là pour 30-40 minutes et il est très proche aux autres enfants. Au moins qu'il y a 2 enfants sur l'autobus pour 70 personnes qui ne va pas arriver. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre ça. Le contexte est différent que si on prend un petit enfant puis on rentre à un magasin, à ce moment-là, il va le porter le masque, mais de le laisser toute la journée à l'école de porter le masque, c'est une différente histoire. Le contexte est différent dans l'autobus. Vous voyez aussi Ottawa et d'autres, Montréal, etc. Le port de masque pour les personnes, je pense, 5 ans et plus, est mandatoire sur les autobus publics aussi. Dr. Paul, just to follow up again around the masking issue, this time from the perspective of a teacher. And so someone in the chat box is asking, should teachers be wearing a medical mask or should they be wearing a non-medical mask? And if it is a medical mask, what level of medical mask should they be provided with by their employer school board? Okay. So when I made the distinction between the masks, I made the distinction between a mask that protects the wearer mostly and less so than a cloth mask. So a cloth mask, the main purpose of a cloth mask is really to block me from spreading my germs. It can protect me a bit, but for optimal protection, we have on one side we have the cloth mask, and on the other side we have the super duper N95s that we use in the hospital setting. In between, we have the procedure surgical masks, the medical masks. Those are the ones that offer protection, very high protection to individuals. As a matter of fact, those are the masks that our nurses use when they test patients for COVID at the health unit. And so those masks are the ones, because teachers will be exposed to a lot of children, and sometimes have to approach them and so on, and for occupational health and safety reasons, the teachers will be given those medical grade masks. They'll also be given visors as well. Visors,
two ways that the virus can get into you. One is you could breathe it in, and the other way is it can enter your eyes if you touch your face, or you can just go into your eye through your eyes and get into your respiratory system that way. So the visors add another protection to that. So that's why the teachers are getting that protection, because they will be exposed to multiple children, and potentially sometimes have to go and help a child, go closer, and won't be able to physically distance as much. So that's the reason. Donc, je vais le répéter en français. Au niveau des professeurs, des personnels à l'école qui sont en contact direct avec les enfants, on porte des masques médicaux. On a des masques médicaux qu'on utilise comme salle d'opération, etc. On a de N95, sont des masques spécialisés pour les hôpitaux seulement. Mais au niveau les masques que les professeurs et le personnel de l'école vont porter, c'est les masques médicaux, c'est les masques chirurgicaux, comme vous voyez chez les chirurgiens. Et c'est le même masque que notre infirmière au bureau de santé porte quand ils font les tests COVID sur les patientes avec COVID. Donc, ça donne une protection aux personnes qui portent le masque, ainsi que ça protège les autres autour de cette personne. Pour ajouter, le ministre sur les guidances va donner les viseurs aussi. Donc, si on rajoute le viseur, on augmente la protection parce que le virus, malgré que la plupart du temps rentre dans les voies nasales, ça peut rentrer par les yeux. Donc, à ce moment-là, le viseur ajoute une protection. Can I continue, Chantal, or do you have anything else in the chat room? There's lots on masks, but I'll let you continue. It is 10 after 7, so yeah. Just to give you a bit of... Thank you. Thank you. I have another question here on, can you provide some clarification on the parent screening tool? And that's a good question, and I want to spend some time on that, and I will share my screen right now to be able to share this with the people here. So if you, when we go to the Eastern Ontario Health Unit website, on the front page, and I'll do this in French as well, on the front page, we have a link to our COVID-19 section. And in our COVID-19 section, we have a whole slew of local updates, orders, guidance, but we have a special section on school and childcare during COVID-19 with the frequently asked sections that I talked to you about, information returning to school and COVID information from the school boards. And then we have a screening tool. What the screening tool is essentially before part of the layers of protection of going to school. Like I said, it's screening, making sure that you don't go to school with symptoms. Once you're in, physical distancing, hand washing, masks where age appropriate, and all the other measures, disinfection, ventilation, all those other measures add together to the protection of the child. But daily, the parents are going to be required to do what's called the screening tool for their kids to help them guide whether or not they can go to school, that they should be sending their child to school that day. So you can link to it from our website on this section here, and it'll take you to the parent screening tool that we've developed in partnership with the Leeds Grenville Health Unit. And essentially, you go through a series of questions. So let's say now, I'll answer it on your behalf. So has your child traveled outside of Canada in the last 14 days? We'll say no. Then you go to the next one. In the last 14 days, has your child been in contact with somebody who's got COVID? And we'll say no. And go to the next one. Does your child have any one of these symptoms? So you go the symptoms. So let's say you say no. You go to the next one. And it says child may go to school. So that's very simple. And you just go to school and let your school board know, yes, I passed the screening today. Now, we can start from the beginning, and you can say, let's say you say, oh, I went to school, I've traveled in the last 14 days, then you have to be quarantined and don't go to school, let them know, call public health, those type of things. So depending on the scenario, and there's another one too that I want to go over where, so let's say the child has not traveled outside of school, and let's say the child has a symptom, we'll say yes. And is it normal? So let's say a child has runny nose, nasal congestion, and so on, not related to that, and not related to seasonal allergies. Let's say you say yes, and let's say you say, is it normal or usual symptom for your child? So it may be because, yeah, my child has allergies. So if you say yes,
it'll take you to the next one. Have you been in contact with others and so on? You say no, and you go to the next one. And then they say, child may attend school when they're symptom-free. Depends on the symptoms, right? So it depends on what it is. So this will guide you. And for example, if you say, you know, any of these symptoms, what it is. So this has to be done on a daily basis. And it is handy and available and viewable on phones, on tablets, and so on. Je vais le faire en français aussi, parce que moi, je pense que c'est très important. Au niveau, on a un outil que nous avons développé avec nos bureaux de santé de Leeds-Grenville. Premièrement, pour vous démontrer que quand on va sur nos sites web bseo.ca, vous pouvez voir ici section du COVID-19. Et on a vraiment des ressources pour toutes sortes des situations, mais surtout, on a des ressources pour les écoles, les services de garde, au niveau de renseignements, au niveau des questions, le fort de questions que j'ai mentionné tantôt, qu'on pourra avoir. Donc, si on fait... on pèse sur le outil de dépistage. Nous avons un outil de dépistage parce que c'est important de savoir qu'on a différents tranches, si vous voulez, de protection. Première commence avec un dépistage pour rassurer que les personnes qui vont à l'école, les enfants et les professeurs ne sont pas malades, n'ont pas de symptômes. Et puis après ça, on a les autres, distance physique, ventilation, etc. Tout, c'est un ensemble de protection. Donc, pour faciliter la décision des parents, nous avons développé un outil sur notre site web qu'on peut voir sur un téléphone mobile, tablette, etc. Puis, en effet, nous avons comme un dépistage. Donc, on demande, votre enfant est-il en voyage à l'extérieur du Canada autour de 14 jours? On dit non. Donc, la prochaine, au cours de 14 jours, est-ce qu'elle était en contact avec quelqu'un qui était positif de COVID? Disons, on va dire non. Donc, votre enfant a-t-il des symptômes parmi les suivantes? Disons qu'on dit non. On dit, votre enfant peut aller à l'école. Donc, cet enfant a passé le dépistage. Donc, si, par contre, on répond oui aux questions, disons qu'on répond oui ici, dit oui, l'enfant était étrange, puis on va suivante, votre enfant devait être en quarantaine, ne va pas à l'école. Disons qu'on fait, on va dire non ici. Disons qu'on va dire oui, on a des symptômes et il s'agit d'un symptôme normal ou habituel pour votre enfant. Disons qu'on va dire non. Votre enfant a-t-il des diagnostics médicaux existants? Donc, as-tu d'autres raisons pour expliquer? Disons qu'on dit non. À ce moment-là, on fait suivante. Il dit les enfants correspondent, il faut appeler le bureau de santé, etc. N'allez pas à l'école et appelez votre école pour dire que votre enfant ne rentre pas ce jour-là. Donc, ça, c'est un outil de dépistage qui va, je pense, être utile pour les parents parce que c'est comme je dis tantôt, une des tranches de protection qui font l'ensemble, le collectif de la protection lors que les enfants rentrent à l'école. I have another question here. I would like to know how to give my child his medication if staff is not allowed to touch or mix it and no parents are allowed in the school. How will this work with the children that have disabilities and need someone to help them with medication? We've had that question. That's a very good question. We've had that question with children who are diabetic or need other types of medical interventions. In those situations, we work. We'll be. That's where our nurse and our school personnel will be, and our school staff. School personnel at our health unit working with school staff will determine and make an exception for the parent or the caretaker to come in and with under the precautions, PPE, all those things to ensure that the child gets the treatment that he or she requires. So that's not going to be a barrier. Donc ça c'est une autre importante question à mon avis. J'ai besoin de donner, mon enfant a besoin des médicaments à l'école.
Si le personnel ne peut pas le donner on interdit l'entrée des parents pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire, surtout avec les enfants qui ont des problèmes médicaux, qui ont besoin des traitements? Ça, c'est une question que j'ai déjà répondu. On en reçoit pas mal. En effet, si un enfant a une raison médicale et a un besoin médical pour que quelqu'un rentre à l'école pour soit faire un test pour le diabète ou pour donner un médicament pour le diabète ou d'autres choses, à ce moment-là, on travaille, notre infirmière, notre équipe d'école va travailler avec les parents et avec l'école pour arranger une façon sécure que le parent, bien sûr, avec un dépistage aussi du parent, et avec le porte d'équipement de protection dans une salle isolée, etc., pour que le parent, de façon sécure, donne les traitements nécessaires pour l'enfant. Ça, c'est une bonne question et très importante. I have another question here, juste en français. J'aimerais savoir si la température est importante lors du lavage des mains de mes élèves. Si se lave les mains avec l'eau froide et savon, est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est mieux avec l'eau tiède et chaude? Bonne question. Premièrement, la raison pour laquelle le lavage des mains avec le savon est efficace, c'est que, en effet, les microbes glissent ça glisse. Donc, le savon glisse, donc il n'y a pas de friction et donc on peut rincer, ça rince avec l'eau. Idéalement, l'eau tiède ferait parce que l'eau tiède va aider plus à l'effet que ça va glisser. Mais si on n'a pas le choix, l'eau froide va suffire aussi parce que c'est plutôt de faire le savon et de faire de façon que ça soit graissé et glissante que le microbe peut être lavé avec le rinçage. So this is an interesting question as well, a very good question. I'd like to know is it the water temperature important when a child is washing his or her hands, with water and soap? And the answer is, ideally it should be warm water, lukewarm water, because first of all, the reason we use soap is effective is that what it does is when you're washing your hands with the soap, it actually causes the skin to be slippery. So the virus actually can't attach and just slips off and rinses off, washes away with the water. So if it's the warmer the water, the greasier the soap gets. But if you don't have hot water available or warm water available, cold water will be good, provided that you do it properly and do it the minimum 15 to 20 seconds. Dr. Paul, we have about 10 minutes left. Okay. There is a lot of chatter in the comment box still related to how are classrooms expected to be able to physical distancing. Yeah. I know you touched on the 2 meter being the ideal, but many are commenting in the chat box that this is actually, how is that possible when we're looking at classrooms of 25 to 30 students? Our class size is going to be capped, particularly for that kindergarten to grade 3 cohort where they are not being mandated to wear masks. So just a lot of questions about that, still a lot of concern from parents and teachers alike, I think. We have been working with the schools to look at the numbers, look at the distances between children. We're suggesting different ways that these children can be separated, putting them in different rooms, looking at the distances. And I know that our standard 2 meter is something that we say. It's a 2 meter distance that we recommend for the most part for adults. And some studies have shown that perhaps 1 meter in younger kids is better than nothing and almost as good as 2 meters. But that doesn't mean that you shouldn't optimally separate the children, particularly young children. And so we're working with the schools and we're trying to look at ways that can you put physical barriers in between them, plexiglasses, those type of things that can, if you cannot physically distance them. And we're saying to the point where I'd like to know, and as a matter of fact, I was on the phone with several of them before saying, okay, which school, how many kids do you have here? How many kids do you have there? What's your square footage?
what is your distancing? What are you doing if you can't distance them enough? Can you show me options? Can you go to another, separate the classroom? So we're working closely with them. It is challenging, and it depends on the school setting. Some schools it's easier, some schools it's not. So there are ways, and even within a big room, you can actually separate kids into smaller groups and separate them from others. So there are ways that there are creative ways that we can do that. But again, must remember that it's along with all the other parameters as well. And this is the age group that tends to spread it less. But however, because they're not wearing masks, I do work with the school boards, and our staff does work with the school boards to basically insist that we understand what the modalities are and where what the challenges are, so we can work with them. I've actually asked them to give me lists of the schools that are having difficulties, and I want them to have solutions. We're going to help them find solutions. So I do understand that. My comfort zone is closer to 2 meters than 1, but there are some studies that have shown that in younger children, 1 meter would be enough. But like I said, my comfort zone is closer to 2 meters. En français, je vais le dire, parce qu'on a des questions au niveau des distances physiques, surtout quand on a beaucoup des enfants dans la classe. Et ça me préoccupe aussi parce qu'on ne porte pas des masques, surtout chez les années de 3e année plus bas. Et dans ce contexte, on travaille avec nos partenaires aux écoles pour voir, identifier les classes où combien d'enfants est-ce qu'on est? Est-ce qu'on peut avoir une distance assez sécure entre les enfants? Sinon, avez-vous des autres options, diviser la classe en 2, etc. Donc, pour moi, c'est important de le faire, mais il faut rendre compte aussi que ça fait partie de tableau des tranches de protection. La question entre 1 mètre et 2 mètres, moi, je préfère 2 mètres, mais surtout chez les adultes et les enfants plus âgés, on a des données, et je viens de réviser plusieurs articles qui semblent dire de 1 mètre est assez pour les jeunes enfants. Par contre, moi, je crois que le plus proche qu'on va à 2 mètres, le mieux qu'on est. N'oubliez pas qu'aussi, il faut laver les mains. Si on a des circonstances dans lesquelles on a déjà parlé avec un conseil scolaire où les enfants, c'était difficile parce que le contexte, surtout, il y avait des besoins spéciaux. À ce moment-là, difficile à faire distance physique. Donc, nous avons recommandé de mettre des plexiglas entre les enfants. Donc, on cherche les solutions pour trouver la distance idéale pour les enfants. Okay, Dr. Paul, we have 5 minutes left in the live event, and so you have time for one more question. Yes, I do. Would you like me to select it? Yes, go ahead. Okay. I've got a couple here. I'm a music teacher. Yeah, I want to talk about music teachers. I'll say it quickly because they're talking about music instruments, no sharing of music instruments. And I want to talk about why we're some schools and the recommendation of no singing and no wind instruments. So as far as other musical instruments, if somebody's going to just play guitar or play piano with a couple of children, if you distance them, that's fine. The issue comes when people are singing and kids are playing wind instruments, trumpets, trombones, those type of things. We tend to expel it farther than the 2 meters because of the force that we sing or we play the instrument. So in that situation, even sometimes 2 meters apart won't cut it. And the recommendations now are to put plexiglasses between the player and the audience, for example. So that's why a lot of schools have opted not to do it because it's quite difficult and they have to put plexiglasses. It's complicated, but it's not as easy as just saying, okay, put a couple of kids to play guitar. But if you're looking at other instruments, so some schools have opted not to do music at all. And it depends on the context. And again, it's not the same as having 15 kids in a class who are just watching the board or 15 kids in the class playing trombones. You know, it's a different issue altogether. Donc, la question est pour les cours de musique dans l'école. Beaucoup des écoles l'interdit.
La raison pour laquelle, c'est parce que surtout quand on chante ou quand on joue un instrument, les trompettes, les trombones, le wind instruments, à ce moment-là, on expire plus loin. Donc, le virus, si on a le virus, peut se propager plus que 2 mètres. Donc, beaucoup des écoles, ce serait difficile à vraiment distancer les enfants parce que des fois, ça prend plus que 2 mètres de distance. Des fois, ça prend un plexiglas, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et ce n'est pas le même contexte d'avoir comme 15 enfants dans une classe distance qui vraiment regarde en avant ou écoute le professeur. C'est différent qu'un contexte qu'on a 15 enfants qui chantent ou jouent des instruments, des trombones, les trompettes, etc. C'est pour ça que c'est une différence. Il y a des écoles qui ont peut-être complètement dit qu'on n'a pas à avoir des cours de musique. Il y a d'autres peut-être qui vont choisir juste le piano, des choses comme ça, ou une sur une. Mais ça, c'est la théorie, ça, c'est la raison pour laquelle plusieurs écoles ou certains conseils scolaires vont interdire la musique cette année. I think we're getting there. We're at 7:28 right now, and That's right. So I guess one last little thing that sure. A lot of I'm assuming it's teachers, a lot of comments in the chat box just about how knowing that physical distancing and the classroom layout and all of these protections being in place are so important. Will we be working with schools to make sure that the classrooms are set up properly or even doing any kind of inspections? Yes. As a matter of fact, we've already done some inspections jointly with Leeds Granville as well, some schools, and we will continue to do so as required. That's the purpose of the additional 12 nurses that we have. We are dedicating those 12 nurses and any and all staff that is required to help out and ensure that the measures are in place, answer questions, inspect as necessary, work with the schools to provide the safest solutions possible. I am convinced that we have the knowledge, we have the layers of protection in place, we have the cooperation of all school boards and the community to be able to allow our kids to enter school as safely as possible. And the other caveat is that we as a community outside those 4 walls must also be careful, because the less the virus is in the community, the less it gets inside the 4 walls of those schools. Donc, en français, je vais dire que what was the question? Send me the question again, Chantal? Just about the layering and yes. Teachers being concerned about the physical distancing yes. And inspections. If we're going to go in, yeah. Donc, nous avons, la question était plutôt, est-ce que nous allons travailler avec les écoles pour supporter, même faire des inspections, pour confirmer que toutes les procédures de santé publique sont en place. Sur certaines, déjà, nous avons commencé avec les inspections de quelques écoles. Nous avons 12 infirmières qui sont dévouées pour ça. On va supporter les directeurs, les professeurs, le personnel des écoles. On est là pour le soutien, pour faire une inspection au besoin, pour donner les réponses vite, rapides, pour vraiment donner le soutien nécessaire pour qu'on rassure ensemble, en collectivité, une rentrée à l'école le plus sécure possible. Et juste en finissant, pour dire que pour vraiment ajouter à cette sécurité, nous, comme communauté, on devrait continuer nos mesures à l'extérieur des 4 murs d'école pour qu'on puisse continuer à avoir une base, un taux d'infection très bas pour que le virus ne rentre pas dans les 4 murs d'école. Thank you, Dr. Paul. It's 7:31. Thank you to everyone who joined us for our first Facebook Live event with the Eastern Ontario Health Unit. We received lots of really great questions. If we didn't get a chance to get to your questions, we encourage you to visit our website, visit the frequently asked questions document that was posted in the comment section. And also we will be looking to questions that haven't been addressed in either that document or during the live session and seeing if we can follow up with you individually starting tomorrow. So stay tuned. Donc, merci à tous de vous joindre à notre première session Facebook Live. On a reçu énormément de questions. On vous remercie.
Si on n'a pas été capable d'adresser votre question, s'il vous plaît, consultez notre site web. S'il vous plaît, consultez le document de questions fréquemment posées. Et si votre question n'est pas adressée dans ce document ou dans la session ce soir, nous allons essayer de faire notre possible pour faire un suivi avec vous à partir de demain. Merci. Bonne soirée.